l'entretien du marquis, bonjour à tous. Les députés RN ont-ils été victimes d'une tentative d'intimidation de la part des NUPES ou autres? Avant de répondre à cette question, je voulais vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre sur les entretiens. Vous êtes de plus en plus nombreux à écrire des messages et je vous remercie évidemment du fond du cœur. Premier titre et assez étonnant. Les députés RN auraient été victimes d'une intimidation. Alors pour bien comprendre le contexte, on va revenir en arrière. Les députés NUPES et du RN chaque groupe donc, a proposé une motion référendaire. Comme elle ne pouvait pas être toute votée, il y a eu un tirage au sort et c'est le RN qui a gagné. Les NUPES, mauvais perdants, ont fait dire, vous l'avez vu dernièrement dans un de mes entretiens, par la voix de Sandrine Rousseau, qu'ils ne voteraient pas cette motion référendaire. Ils refusent de donner donc la voix au peuple. Hier, cette motion référendaire a été votée et qu'a-t-on constaté? Eh bien, que l'hémicycle était en grande partie vide parce que les députés NUPES ont refusé de participer à ce vote. Dans une certaine mesure, ils empêchent les Français de s'exprimer sur la réforme des retraites. Et la conséquence est simple, ils soutiennent Emmanuel Macron. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, mais cette obstruction à la démocratie ne grandit pas ce parti. Et voilà que Jordan Bardella nous apprend des choses tout à fait extraordinaires et gravissimes. Nous l'écoutons. Et même plus grave, je vais même vous dire, un certain nombre de députés, femmes, de notre groupe à l'Assemblée nationale, du groupe Rassemblement national, ont été intimidés. Si tous les députés, j'explique pour que ce soit très concret, mais il faut que les gens qui nous écoutent comprennent. Nous sommes 88 à l'Assemblée nationale. Si les 88 députés du Rassemblement national n'étaient pas présents pour cette motion, la motion tombait et n'était pas mise aux voix. Et pour que des députés du RN ne soient pas présentes dans l'hémicycle, des députés femmes ont reçu des appels anonymes, je le dis, des appels anonymes sur leur téléphone portable en leur disant que l'un de leurs proches était à l'hôpital dans leur ville, dans leur circonscription, pour les inciter à quitter l'hémicycle et à ne pas se rendre dans l'hémicycle. Vous avez des preuves? Non seulement j'ai les preuves, mais j'ai l'enregistrement vocal, donc qu'a reçu l'une de nos députées. Je vous laisse écouter. Oui, bonsoir. Madame Roberto, le centre hospitalier André Baudouin ici à l'appareil. Nous avons donc un de nos proches vient d'être admis en urgence à l'hôpital. Si vous pouvez vous rendre sur place, c'est attendu. Vous pouvez nous rappeler évidemment pour plus d'éléments 03 25 56. Il lui dit qu'un proche a été admis à l'hôpital. Voilà. Ce qu'on entend sur cette bande-son. Laurence Envoyée Robert à Dehaut, une députée. députée de Haute-Marne du Rassemblement national, comme beaucoup d'autres députés, Madame Sabatini, Madame Degrand, qui sont des députés femmes du Rassemblement national. Combien de députés ont été visés? J'en ai 4 ou 5 et probablement d'autres qui n'ont pas encore consulté leur téléphone portable parce qu'elles étaient dans l'hémicycle, ont reçu des messages vocaux, des messages anonymes de quelqu'un leur disant « L'un de vos proches est à l'hôpital, vous devez quitter maintenant l'hémicycle et vous rendre sur place » pour nous empêcher de voter cette motion référendaire. Ces méthodes d'intimidation, on va Qui est trouver... derrière, vous savez ou Je pas? ne sais pas, mais c'est des appels anonymes et on va trouver, sont absolument inadmissibles. Et je ne veux pas accuser l'extrême gauche et la NUPES sans preuve, mais on voit bien que les techniques de zadistes dans lesquelles se sont lancées une grande partie de l'extrême gauche pour empêcher le Rassemblement national de soumettre ce texte à référendum est en réalité un aveu de complicité entre une grande partie de l'hémicycle à gauche et la NUPES. Face à cela... Vous pensez que c'est la NUPES, alors c'est ce que vous êtes en train de dire? Écoutez, je n'ai pas encore la confirmation, mais manifestement une députée de la majorité d'Emmanuel Macron... Oui, Fadila Khattabi a dit qu'elle a reçu des lettres d'intimidation et grâce à Perrine Vast qu'on a plus d'informations, menace de mort sur ses enfants, menace de faire exploser sa maison et la lettre est en cours d'analyse. Voilà. Donc, moi je pense que la NUPES est en train de nuire au débat démocratique. Et la NUPES participe d'une violence sociale aujourd'hui dans notre pays qui décrédibilise l'opposition à ce texte de loi. Je précise pour être bien, vous n'avez pas les preuves que la NUPES est derrière, c'est ce que vous supposez aujourd'hui après ces menaces. Écoutez, je dis, des députés du RN ont reçu des intimidations, des députés de la majorité présidentielle ont reçu des intimidations. C'est fou. Ce qui se passe est fou. Parce que si la NUPES avait été raisonnable, si la NUPES avait fait ce pourquoi, leurs électeurs les ont aussi choisis pour
combattre la politique et le saccage social d'Emmanuel Macron, alors ils auraient accepté de se mettre autour de la table avec nous, pas simplement pour prendre une décision politique, mais pour soumettre ce texte de loi que soit... Des propos extrêmement graves. Alors, on va faire un petit peu le bilan des NUPES. Ils ont fait élire Macron au printemps 2022. Dans une certaine mesure, ils sont une force d'appui pour les députés macronistes. Nous avons eu une élection législative partielle. Les NUPES ont voté pour les macronistes. Vous aviez un référendum qui aurait permis d'arrêter cette réforme des retraites et de donner la voix au peuple. Les NUPES viennent encore au secours de Macron et refusent de voter. Et puis là, nous avons cette barbouzerie. Alors, quand on pèse un petit peu la culpabilité de ces NUPES, ils possèdent des milices purement fascistes qu'on appelle les antifas. Ils sont souvent alliés avec des extrémistes religieux, des fanatiques religieux. Donc ça ne nous étonnerait pas lorsqu'on a des Louis Boyard ou des Sandrine Rousseau dans son parti. On peut avoir ce genre de choses. Il n'en reste pas moins que je suis un petit peu embêté. Parce que à qui profite le crime ? Essentiellement à Emmanuel Macron. Et nous savons qu'Emmanuel Macron, lorsqu'il est acculé, il est capable de faire n'importe quoi. Je vous renvoie aux affaires Benalla et puis des Notre-Dame qui brûlent lorsqu'il, de manière, quelle coïncidence bien évidemment, lorsqu'il est au fond du trou, parce que justement il a strictement rien à dire aux Français. Emmanuel Macron est dans une passe extrêmement difficile, comme je vais vous le prouver dans la suite de cette vidéo. Et là, la réforme pourrait passer parce que les NUPES ne se sont pas alliés avec le Rassemblement national du fait d'une barbouzerie. Très étonnant, vous me dites ce que vous en pensez. Moi, personnellement, je me dis que les NUPES sont capables de ce genre de choses tellement qu'ils sont crétins. Mais en même temps, ça profite quand même à Emmanuel Macron. Donc, beaucoup de prudence sur cette histoire. Par contre, ce que nous savons, c'est que le ministre du Travail, Olivier Dussopt, tout simplement a menti devant les micros de France Inter. Il a affirmé en effet, suite au don de la société Lassor, qu'il n'y avait pas eu d'échange trouvé à mon domicile. Regardez son regard. Il sait qu'il est en train de mentir. Il n'y a pas d'échange trouvé à mon domicile. Mais comment ose-t-il affirmer une telle chose devant un journaliste ? N'a-t-il pas un soupçon d'intelligence, sachant qu'il allait se faire coincer par la suite ? C'est un immense scandale. Dans une république normale, le ministre devrait présenter sa démission dans les médias. Mais comme c'est lui qui présente la réforme des retraites, il ne se passera rien. Macron le soutiendra jusqu'au bout. Comme je vous le disais, il ment, et c'est Mediapart qui nous le prouve avec cet article. L'affaire Dussopt, le document qui ruine la défense du ministre. Contrairement à ce que le ministre du Travail a affirmé tout le week-end, la police a bien mis la main lors d'une perquisition chez lui sur des échanges compromettants avec l'un des leaders français de la gestion de l'eau. Le document dont Mediapart révèle le contenu est accablant. Il montre des négociations occultes autour d'un marché public que le parquet national financier considère aujourd'hui comme truqué. Comment Olivier Dussopt peut-il rester à la tête de son ministère ? Macron est complètement acculé. Son ministre du Travail est accusé de mensonge et de corruption. Un bon moyen, détourner l'attention sur une querelle entre les NUPES et le Rassemblement national. Chiche à faire en sorte qu'il y ait un peu de barbouzerie, vous comprenez. En même temps, les NUPES sont assez champions du monde pour jouer le jeu d'Emmanuel Macron. Ils jouent le jeu d'Emmanuel Macron depuis le début. Car il y a quelque chose de bien plus grave pour Emmanuel Macron. Paraît-il qu'il a des sueurs. Emmanuel Macron angoisse, il a peur, il tremble. Alors pour quelle raison ? On va revenir un petit peu en arrière. Souvenons-nous, Emmanuel Macron, il doit faire face au juge Tournaire. Suite à plusieurs informations relayées par la presse, nous sommes le 24 novembre 2022, le parquet national financier souhaite clarifier la situation de différentes procédures pénales qu'il a ouvertes suite aux travaux du rapport et au rapport du 16 mars 2022 et la commission d'enquête du Sénat sur l'influence croissante des cabinets de conseil privés sur les politiques publiques d'une part. Comment Emmanuel Macron a-t-il pu se présenter ? Mais ça, c'est encore quelque chose qui m'échappe. Comment a-t-il pu être soutenu par la NUPES ? Et aux plaintes et signalements d'élus, d'associations, de syndicats et de particuliers qui lui ont été adressés d'autre part. Donc, il y a une enquête préliminaire qui a été ouverte le 31 mars 2022 du chef de blanchiment aggravé de fraude fiscale aggravée visant le groupe McKinsey, notamment les sociétés McKinsey Compagnie France et McKinsey Compagnie
société. Suite à plusieurs signalements et plaintes d'élus de particuliers, une information judiciaire a été ouverte le 20 octobre 2022, c'est celle-là la plus grave, notamment des chefs de tenue non conforme de compte de campagne et minoration d'éléments comptables dans un compte de campagne portant sur les conditions d'intervention de cabinets de conseil dans les campagnes électorales de 2017 et 2022. Suite à plusieurs plaintes d'élus, d'associations, une information judiciaire a été ouverte le 21 octobre 2022 des chefs de favoritisme et recel de favoritisme. C'est ça qui inquiète Emmanuel Macron. Certains me diront, il va contrôler la justice. Attention, le juge Tournaire, paraît-il, est en train de mettre la main sur certains documents et que c'est panique à l'Élysée. Nous avons un journaliste d'investigation qui est très pointu, qui s'appelle Mark Underwood. Je vous en ai souvent parlé. Je vous avais parlé aussi de son livre « L'ambigu Monsieur Macron ». Or, Mark Underwood affirme que la campagne d'Emmanuel Macron, avec preuve, en 2017, ne partait pas très bien. Il n'avait pas suffisamment d'argent. Certes, il avait reçu des dons d'une partie du patronat et notamment de Rothschild, mais ça ne suffisait pas à couvrir toute sa campagne. Il nous a fait croire, Emmanuel Macron, que les gens s'étaient précipités pour lui donner. Là encore, c'est un mensonge. Les caisses étaient vides de son parti. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, nous savons par Olivier Marleix qu'il avait financé aussi une partie de sa campagne avec la banque d'Alstom. En tout cas, c'est l'accusation d'Olivier Marleix. Et puis, Mark Underwood explique que Emmanuel Macron est allé en Algérie, il a rencontré le patronat algérien qui aurait financé sa campagne. Après son voyage en Algérie, le cash aurait coulé sur la campagne d'Emmanuel Macron. Lorsqu'on se souvient que François Fillon est tombé pour 2 costumes, que ces 2 costumes avaient été donnés par un ami de Sarkozy pour piéger François Fillon, et que ce monsieur est oriental, et qu'Emmanuel Macron, lui, va chercher de l'argent en Algérie, ça commence à faire beaucoup. Vous comprenez dans ces conditions qu'Emmanuel Macron est complètement acculé. Acculé de partout. Il a donc besoin, peut-être, d'organiser des barbouzeries pour essayer de rejeter la faute sur ses adversaires. Et cela peut fonctionner, en tout cas, il y a une condition pour que cela fonctionne, c'est que les journalistes jouent le jeu de l'Élysée. Et c'est là où est tout le problème. On va écouter Pascal Praud sur le Covid. Voilà ce qu'il nous dit hier, gentiment, Pascal Praud. On a l'impression de rêver. Des autres, hein. Ils n'ont pas besoin. C'est-à-dire que c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des sujets. Moi, j'ai reçu vendredi les statistiques sur le Covid. Personne n'en parle non plus. Il y a eu un symposium en Belgique ce week-end sur le Covid et des médecins sont en train d'expliquer, médecins belges, que la vaccination est sans effet. Personne n'en parle. C'est un symposium avec les médecins les plus importants d'Europe qui y étaient. Personne n'en parle. Je vous assure, ce monde est sidérant. La pause. Pascal Praud nous explique qu'il y a eu un symposium en Belgique. Il nous montre ni les documents, ce qu'il y a exactement à l'intérieur. Il explique que personne n'en parle. Mais n'est-il pas journaliste ? N'appartient-il pas à une chaîne d'information ? Qu'attendent-ils pour faire leur boulot, tous ces journalistes ? Rien. Alors, je n'ai pas encore les documents sur ce symposium en Belgique. Si vous les avez trouvés, n'hésitez pas à me les fournir. Je n'ai pas trouvé grand-chose. En fait, je n'ai trouvé que des gens qui reprennent les paroles de Pascal Praud. Mais les documents eux-mêmes, rien. Il y a une sorte d'omerta sur le sujet. Alors, si je résume, vous avez Emmanuel Macron qui est face à une grogne sociale comme jamais. Les Français sont majoritairement contre la réforme des retraites et ils sont majoritairement contre ce gouvernement. Vous avez son ministre du Travail qui est accusé de corruption, de mensonges en direct. Ministre du Travail qui présente la réforme. Vous avez Elisabeth Borne, la Première ministre, qui n'a jamais été aussi impopulaire comme Emmanuel Macron. Vous avez le juge Tournaire qui enquête sur le financement de campagne 2017 et 2022. Et Mark Underwood nous dit qu'il suffit de gratter pour trouver des choses très irrégulières. Vous avez le Covid où tout le monde est en train de dire ce que nous disons depuis des années, depuis 2020 sur le Covid. Tout le monde est à peu près d'accord. Mais personne ne réagit. Et vous avez la guerre en Ukraine où on apprend de plus en plus que c'est catastrophique pour l'armée ukrainienne, que les Américains veulent la paix. Et il ne se passe rien. Mais combien de temps tous ces journalistes et ces hommes politiques vont-ils protéger Emmanuel Macron ? Si vous avez
aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la diffuser sur les réseaux sociaux, à me soutenir d'un pouce. Et puis à bientôt pour un nouvel entretien. Bye bye.